Merci parce que tu nous as réunis pour une cause que nous défendons pour notre pays. Nous nous sommes assemblés ici pour penser à nos frères et sœurs qui sont morts injustement pour défendre notre pays et d'autres qui sont morts sans savoir pourquoi on les a assassinés. Cette célébration ou cet instant est appelé Génopost et c'est à Jacques II qui l'a célébré. À partir d'un apport venant des experts de l'ONU, à partir des témoignages de personnes qui ont vécu, qui continuent encore à vivre cette situation, je disais, Charles Onana a écrit plusieurs livres. Et cette année, il vient encore de publier celui-ci intitulé Holocauste au Congo. Là-dedans, il parle de la manière dont les choses se passent, de la manière dont on tue et qui tue. Nous n'avons pas le temps de vous lire tous ces ouvrages en cet instant, mais pour vous mettre dans le bain de ce qui est là-dedans, nous allons tout simplement nous contenter de faire lecture de la préface du livre que l'ancien ministre français a écrit pour introduire Charles Onana ou le livre de Charles Onana. Il fut ministre de la Défense. Il s'agit donc de Charles Millon, qui était ministre à l'époque du président Chirac. Voilà ce qu'il écrit. L'histoire actuelle du Congo-Kinshasa demeure obscure pour nombre de nos contemporains. Trop loin, trop compliqué, trop forestier, ce pays-continent dont les richesses immenses excitent les appétits et pourtant la proie depuis plus de 25 ans de vautours en tout genre, qu'ils soient intérieurs ou plus fréquemment extérieurs. Ce sont ces pages de sang que Charles Onana, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs connaisseurs de cette Afrique que l'on nomme communément des Grands Lacs, met au jour ici. Des pages de sang qui devraient faire la honte d'une partie de l'Occident s'il venait ouvrir les yeux. Je dirais même qu'il ferait la honte même de nous Congolais si nous pouvions ouvrir les yeux. Car depuis 1997, en République démocratique du Congo, et particulièrement dans sa région orientale du Kivu, on dénombre 10 millions de morts, 500 000 femmes violées et 110 000 km² de forêts dévastées par l'exploitation illégale des ressources minières. Mais cette guerre, ouverte puis larvée, qui se déroule toujours à bas bruit, a des origines particulièrement exogènes et il faut remonter à 1994 et au génocide voisin de Tutsi par les Hutus au Rwanda pour comprendre les dessous des cartes. L'analyse géopolitique et les informations précieuses que Charles Onana apporte dans ses livres me poussent à rappeler de douleurs souvenirs sur le rôle de la France tel que j'ai pu le vivre en tant que ministre de la Défense de Jacques Chirac de 1995 à 1997. La guerre du Kivu, la région orientale de la République démocratique du Congo, a éclaté en 1996 à la suite du soulèvement des Tutsis congolais qu'on appelle le Banyamulenge. Instrumentalisé par le Rwanda,
du tout-puissant Paul Kagame, soutenu par les États-Unis et les Britanniques. L'Est de la RDC accueillit en outre depuis 1994 de très nombreux réfugiés Hutus, fuyant la colère et la vengeance des Tutsis arrivés au pouvoir. Autant dire que tous les ingrédients pour une explosion étaient réunis. À cette époque, régnait encore le Congo de Marshal Mobutu, qui, malgré de nombreuses exactions dues à sa tyrannie, demeurait un fidèle allié de la France et surtout un facteur de stabilité pour toute l'Afrique centrale. La question qu'elle posait la France, déjà publiquement et uniquement salie après l'opération turquoise, qui avait pourtant permis de sauver les Tutsis durant le génocide rwandais de 1994, cette question-là était comment préserver la paix sans soutenir Mobutu Mobutu. Du côté anglo-saxon et particulièrement américain, la solution semblait toute trouvée. Leur champion Laurent Désiré Kabila, soutenu par les deux présidents rwandais et ougandais, Paul Kagame et Museveni, renverser le maréchal, prendrait le pouvoir et tant pis s'il fallait abandonner le Kivu, tout l'est du pays, jusqu'à la capitale régionale Kisangani et tous les trésors minéraux à la rapacité des pays voisins et à leurs alliés affairistes. L'occasion était trop belle de marier fausse morale publique et rendement économique. Cette guerre s'inscrivait de plus dans une rivalité générale américano-française. Le président Chirac avait déjà opportunément été attaqué au niveau international pour avoir autorisé des essais nucléaires. De même, les anglo-saxons avaient-ils bloqué le renouvellement du francophone Boutros Ghali au poste de secrétaire général de l'ONU. Enfin, la France, négociant son retour dans le commandement intégré de l'OTAN contre la création d'un pilier sud de l'organisation en Méditerranée dont elle était pris la tête, s'était vu infliger une méprisante fin de non-recevoir par les États-Unis. On a encore beaucoup spéculé sur le fait que le président américain Bill Clinton avait des intérêts personnels, amicaux et économiques dans la région des Grands Lacs. Lié à ces sujets, carnage de Pierre Péan. Reste qu'il nous fallait, nous la France, agir pour éviter les dégâts inouïs qu'allait précipiter l'invasion attendue de ces pays grands comme 4 fois la nôtre, par des voisins sans foi ni loi. La France, quand bien même il ne s'agissait pas d'une de ses anciennes colonies, avait une responsabilité historique dans la région. Après tout, sous Giscard d'Estaing en 1978, nos troupes étaient déjà intervenues à Colombie dans une opération réussie et admirée. La suite allait hélas, 3 fois hélas, confirmer nos prédictions. Tout avait pourtant bien commencé. En tant que ministre de la Défense, appuyé par le secrétaire général de l'Élysée, qui était alors Dominique de Villepin, j'avais présenté au Conseil de défense au président de la République un plan d'intervention militaire en RDC. L'armée française, blessée par les calomnies comparées par son action au Rwanda, 2 ans plus tôt, mais soutenue par la voix de son chef d'état-major, Jean-Philippe Drouin. Seuls quelques-uns renaclaient. Le Premier ministre Alain Juppé, le ministre aux Affaires étrangères, Edouard de Charette, et le conseiller Afrique de l'Élysée, Michel Dupuc, imaginaient que cette opération nous isolerait sur la scène internationale. Finalement, nous fûmes paralysés. Car, quoique Jacques Chirac ait donné son feu vert à ce moment-là,
quoique les services soient prépositionnés sur le terrain, quoique le plan militaire ait été achevé pour la stabilisation du Kivu par la France. Lors du Conseil de défense suivant, le président de la République suspend l'opération. Nous avons su depuis que c'était le président américain lui-même, Bill Clinton, qui avait fait pression sur Jacques Chirac pour qu'il annule tout. Les révélations qu'apporte ici Charles Onana sur le rôle qu'ont joué les États-Unis dans cette affaire confortent notre thèse. Et c'est l'une des grandes qualités de cet ouvrage, dont on espère qu'il aidera à rétablir la vérité historique que de s'appuyer sur des sources secrètes et nouvelles puisées à la meilleure eau. Que la France ait cédé au chantage américain a précipité ce que nous avions vu, que nous ayons dû en abattre à signer non seulement la fin de la France-Afrique dans cette région, et peut-être est-ce mieux ainsi, mais a encore et surtout signé l'arrêt des morts des populations innombrables. Combien de réfugiés ont été massacrés par les troupes rwandaises? Qui demandera un jour de compte à Paul Kagame, le protégé des États-Unis? La France n'a cessé d'alerter d'opinion, notamment par la voix de Xavier Emmanuel, secrétaire d'État à l'action humanitaire, dépêché par le président sur place à l'époque et qui revient avec ses cris d'alarme. Il faut revenir en aide de toute urgence, autrement ces gens vont disparaître. Beaucoup vont disparaître. Jacques Chirac lui-même lança un appel solennel à la communauté internationale qui ne fut jamais entendu. Washington n'aura cessé de nier la réalité sur ces sujets, protégeant sa politique et ses intérêts. La population du Kivu et de l'Est général, une ville comme de Kinshasa, en paye le prix fort depuis 25 ans. C'est pourquoi je me suis permis de renier ces souvenirs. Non par complaisance nostalgique, mais parce que des hommes et des femmes, des enfants, souvent aussi, sont la proie d'exactions sans nom, dans une guerre qui n'est toujours pas achevée, même si l'on fait semblant de ne pas le voir. Parmi les présidents français qui se sont succédés depuis, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron auront brillé par leur génuflexion devant Paul Kagame, qui a pourtant en sus de tout parlé la langue française de son pays, justifiant aussi son alliance avec les États-Unis et leurs grandes compagnies minières qui changent à mort le sang des pauvres. Le livre de Richard Onana a encore le mérite de remettre les choses en perspective en révélant très volontiers l'emploi de forces occultes qui ont été mobilisées aux États-Unis en faveur de celui qui gouverne le Rwanda d'une main de fer depuis 28 ans. Et qu'on les trouve depuis toujours militairement une partie de la République démocratique du Congo pour la piller. Sa volonté d'étendre son influence au Centrafrique, au Gabon et au Congo-Brazzaville, comme le montre aussi l'auteur, témoigne du véritable danger qu'il constitue pour toute l'Afrique centrale et pour la paix dans cette région. Laissez-moi faire encore une fois, où s'en préoccupera-t-on enfin? Je verrai que ces livres touchent assez de responsables politiques pour que change les cours de l'histoire. Chers camarades, de manière succincte, nous avons entendu l'implication des puissances internationales dans cette guerre. Nous avons entendu de
manière laconique les nombres de morts, des violés, des déplacés, des gens enregistrés. Le vœu exprimé ici en concluant ces quelques lignes, c'est faut-il entendre pour que les choses changent le cours de l'histoire. Devons-nous attendre que ces gens-là entendent ou devons-nous plutôt penser autrement, changeant aussi le paradigme en nous disant nous-mêmes devons attendre pour que nous devenions des acteurs du changement de la situation. Et je pense que le vœu, l'orientation, l'objectif du président Martin Fayou en cette question de l'insécurité grandissante en République démocratique du Congo a toujours été celui-là. Que nous tous devenions des acteurs pour pouvoir changer. En commémorant ce génocide, c'est pour nous un moment aussi d'interpellation, de prise de conscience que cela a trop pris. Devenons alors acteurs pour que le Congo se mette sur une nouvelle perspective de la véritable paix, du bien-être de ses enfants. Voilà pourquoi je vais vous inviter à acclamer fort notre auteur, Charles Onana, qui donne son temps, de ses énergies pour pouvoir documenter cette situation et permettre que nous puissions nous posséder et nous mettre besoin de nous au travail. Sur ce, je vais inviter le président et nous à prendre la parole. En attendant, on peut l'internet. Mesdames, Messieurs, très chers compatriotes, du 2 août 1998 à ce 2 août 2023, voilà 25 ans que l'histoire de notre pays s'écrit en lettres de sang, dans la barbarie la plus absolue et dans l'indifférence coupable de la communauté internationale. Les génocides contre le peuple congolais, commis par le régime de M. Paul Kagame, est sans nul doute le plus grand drame humain qu'a connu l'Afrique noire, après les horreurs de la traite négrière et la tragédie de la colonisation. Plus de 10 millions de Congolais ont été assassinés, violés, mutilés ou torturés, souvent de la manière la plus atroce. Aujourd'hui encore, pendant que M. Félix Tshisekedi organise les Jeux de la francophonie à Kinshasa, dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, d'innommables et imaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huis clos sur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et même de nouveaux-nés dont le seul crime est d'être congolais et d'habiter les terres riches en minerais stratégiques que convoitent les commanditaires de cette guerre d'agression et leurs proxys du Rwanda, de l'Ouganda et du M23. Ce sinistre et inconcevable drame doit dorénavant être qualifié de génocide intentionnel. Dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998 en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Bénin que, je cite, une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Fin de citation. En réponse, M. Paul Kagame doit savoir que tous les Congolais
et toutes les Congolaises, de tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, se sont donné les devoirs sacrés de faire en sorte que le souvenir de ces génocides demeure à jamais vivant. Nous, aujourd'hui, demain, nos enfants, après-demain, nos arrière-enfants, génération après génération, aucun Congolais n'oubliera ces effroyables tueries, ces viols et tous ces sangs congolais versés sur tant de villages et de territoires de notre pays. Nous prenons l'engagement de témoigner partout et en toutes circonstances, de l'enseigner à nos enfants et aider le monde à comprendre comment les militaires rwandais et leurs lampions du M23 rendent l'humain de plus en plus si commun, rendent l'inhumain de plus en plus si commun et banal dans notre pays. Et comment leur barbarie nous devient si quotidienne. Très chers compatriotes, par une légitime volonté populaire, la place des évolués a été rebaptisée place de la mémoire des victimes du Génocauste. Il en sera dorénavant ainsi. Balinga Balingate. Tous les ans, depuis 5 ans, même plus, nous commémorons un génocide du peuple congolais, dont l'existence est encore contestée au mépris des faits les mieux documentés et les plus évidents. L'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 dit pourtant en substance que le génocide, ce n'est pas seulement la tuerie, les supplices, la barbarie, le meurtre de masse, les horreurs. Le génocide, c'est la volonté délibérée et planifiée de faire disparaître un groupe, un peuple avec toute son histoire, sa culture, ses réalisations, sa langue, ses rites, ses traces et ses filiations. Comment ne pas percevoir que les effroyables éléments définitoires du génocide sont les pains quotidiens des Congolais au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Très chers compatriotes, l'instauration populaire de cette journée de commémoration est non seulement une question d'audace patriotique, de reconnaître et de faire reconnaître dans le monde les génocides du peuple congolais, mais aussi et surtout, c'est pour manifester chaque année, infatigablement, notre refus que le temps ensevelisse les victimes de ces terribles génocides dans l'oubli. Merci à toutes et à tous, y compris les compatriotes de la diaspora, qui ne pouvant être présents avec nous, nous ont envoyé des messages d'encouragement en nous confirmant leur volonté, que je sais largement partagée par les Congolais, d'ici et de partout ailleurs, de tout faire pour que de telles horreurs cessent au plus tôt d'ensanglanter et de continuer à endeuiller notre pays. Ne baissons pas les bras, très chers compatriotes. L'inertie de la communauté internationale rend précisément notre action plus que jamais nécessaire. À tous les compatriotes des territoires occupés qui souffrent encore de persécutions et de brimades en tout genre parce qu'ils sont tout simplement congolais, je leur dis que
c'est à quoi la folie criminelle des envahisseurs de notre patrie vous soumet, nous hante et nous torture matin, midi et soir. Aujourd'hui, au-delà des mots qui sont trop faibles au regard de ce que vous endurez tous les jours, nous nous inclinons dans le silence et l'émotion devant toutes les souffrances qui vous supplicient pour exprimer devant l'histoire notre volonté. La volonté de vous témoigner notre compassion, de transmettre cette histoire pour que rien ne l'efface de la mémoire collective et que personne ne l'oublie. Celle d'honorer notre patrie et la volonté d'agir aujourd'hui et demain pour construire une nation dans laquelle cette abominable et criminelle aventure devienne à jamais impassable. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible et à jamais souveraine. Je vous remercie. Que cette flamme ravive notre courage, que cette flamme ravive notre force pour que nous nous engagions à travailler pour mettre fin, alors résolument fin à toute cette situation macabre que nos frères et sœurs connaissent. Allez-y, rappelez au monde entier, les Congo est saigné, le sang de ses enfants, le sang de ses enfants coule, ses richesses sont pillées, mais ce Congo-là renaîtra de ses cendres. Nous l'avons exprimé par la symbolique de la bougie et du ballon d'air. À présent, nous allons clôturer notre cérémonie. Nous disons grand merci au président élu, à Maman Esther, au président du parti politique de la Mouka, au cadre de l'ESIDE, à tout le monde, vous tous qui êtes venus répondre à cette invitation, vous tous qui avez célébré ce moment combien émouvant, nous vous disons merci.